Nous sommes le 1er janvier de l'an 2000. Par anticipation, l'Amérique se réveille avec la gueule de bois. Alors que partout dans le monde, on prépare le réveillon du siècle, aux États-Unis, un Américain sur 3 se déclare inquiet du passage au 3e millénaire. Inquiet au point d'imaginer l'apocalypse sous toutes ses formes. À l'origine de ce grand flip, comme on le surnomme, la paralysie possible de la plupart des systèmes informatiques. C'est le scénario de cette petite fiction, le réveil d'un Américain moyen le matin du 1er janvier de l'an 2000. Le bug de l'an 2000 aux États-Unis, on l'appelle Y2K. Le bug risque d'affecter l'électricité, le téléphone, le transport aérien, les administrations. C'est vrai qu'il y a de sérieux risques de panique, d'émeutes, de désordre civil. Pour des gens qui, par exemple, veulent tenir une année, il faut bien compter 3 à 4 000 $ par personne. On va radicalement changer de technologie. Et on va se retrouver à l'âge de pierre et ça va durer un bon moment. L'Amérique va subir le jugement de Dieu, la colère de Dieu. San Diego, dans le sud de la Californie, le siège de la secte Unarius, avec 100 000 adhérents, l'un des groupes millénaristes les plus anciens des États-Unis. Leur théorie, nous sommes les descendants d'une civilisation extraterrestre, et l'an 2000 va nous permettre de reprendre contact avec nos ancêtres, venus tout droit de la constellation d'Orion. La première chose à laquelle les gens pensent quand on parle de l'an 2000, c'est quoi? Le bug informatique. Et tout le monde ne parle que de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer juste après l'an 2000. Et qu'est-ce qui va se passer? Exactement, l'atterrissage de soucoupes volantes sur la planète Terre. Nous allons avoir la fantastique chance de communiquer physiquement avec ces êtres venus d'une autre planète. Je pense que c'est formidable. Et j'espère que vous partagez mon sentiment. Unarius a été fondé dans les années 50 par cette femme, Ruth Norman. Depuis 40 ans, ses adeptes se préparent à l'arrivée de ceux qu'elle a surnommés les Space Brothers, nos frères de l'espace. Et pour mieux s'en convaincre, ils ont réalisé cette vidéo dans les années 70. Aujourd'hui, ils se déclarent prêts à accueillir leurs frères interstellaires. En 2001, au moment de l'atterrissage, on va enfin voir à quoi ressemblent les extraterrestres. Il y a de nombreuses théories, on a dit beaucoup de choses. Mais là, en l'an 2000, on va enfin savoir. Moi, je dis qu'en fait, ils sont exactement comme nous. Nous, chez Unarius, on a notre façon de voir les choses à propos du bug de l'an 2000. Beaucoup de gens ont peur et pensent que le monde va sombrer à cause des coupures d'électricité, etc. En fait, ça va être une renaissance spirituelle. Nous allons être joints par d'autres mondes et cela s'appelle la Confédération interplanétaire. Et pour mieux les accueillir, la secte Unarius a même acheté dans la banlieue de San Diego un terrain d'atterrissage pour les soucoupes volantes. Alex Hurd est écrivain. Il s'est spécialisé dans l'étude des groupes millénaristes. On en compte des dizaines aujourd'hui aux États-Unis. Les groupes comme Unarius ou les groupes qui pensent que d'autres planètes veulent nous exterminer, qu'ils le réalisent ou non, reprennent des éléments qui proviennent du livre des Révélations, de l'Ancien Testament, ou d'autres textes apocalyptiques de la Bible. Les chrétiens, qui sont bien sûr amateurs de prophétie, vont un peu dans le même sens, mais d'une façon plus modérée, et c'est comme cela depuis le début du siècle. Mais même les chrétiens parfois s'emballent sur des événements qu'ils considèrent comme les prémices de la réalisation d'un des chapitres de la Bible. Une catastrophe comme le bug informatique nous est déjà arrivée. C'était au lendemain du déluge, à l'époque de Noé. Il y a beaucoup de gens qui pensent que cela va de nouveau arriver. Et alors que notre monde s'apprête à sombrer au début du XXIe siècle, avec toutes les crises et catastrophes prévues qui vont éventuellement commencer à minuit, plus d'eau, d'électricité, d'essence, d'argent liquide, moi je me pose la vraie question.
Est-ce que Dieu n'a pas trouvé là le moyen de faire renaître l'Amérique? Les discours catastrophistes du pasteur Falwell, l'un des télévangélistes les plus célèbres des États-Unis, trouvent un public chaque jour un peu plus large. Un chrétien sur 4 en Amérique est convaincu que l'Apocalypse va coïncider avec le passage à l'an 2000. Dans ce petit village isolé dans les montagnes du Nouveau-Mexique, la petite communauté baptiste en est persuadée. Pasteur, David est le guide spirituel du village. Avec sa femme et ses 7 enfants, il se prépare à la nouvelle vie qui les attend. Pour eux, pas de doute, la fin de notre société moderne est proche. Le bug de l'an 2000 et ses conséquences est interprété comme la réalisation d'une volonté divine. Il suffit seulement de s'y préparer. Nous ne devons pas avoir peur, car Dieu doit avoir une bonne raison pour nous faire subir tout ça. C'est parce que les gens ont oublié Dieu. On va connaître un retour en arrière, comme au temps de nos grands-parents. Si, comme prévu, on se retrouve sans électricité et qu'on ne peut plus se procurer d'essence à la station-service, moi, je veux me préparer afin de pouvoir continuer à me déplacer. Donc, j'ai acheté un réservoir de 1000 litres pour stocker l'essence. Comme ça, je pourrais également utiliser cette essence pour mon générateur. Je stocke également du kérosène. Et nous continuons à couper du bois afin de pouvoir nous chauffer et de cuisiner. On peut faire chauffer de l'eau aussi dans ce réservoir. Et pour la lumière, nous avons nos lampes tempête. Enfin, un modèle moderne. En attendant le 3e millénaire, la petite communauté baptiste d'Eagle Nest se serre les coudes. L'église du village leur sert de lieu de rencontre. À longueur de cérémonie, on y dissèque les textes bibliques censés annoncer la fin du monde. Un mélange de mysticisme et de craintes ancestrales, la même peur qu'il y a 1000 ans au passage du 2e millénaire. Personnellement, je crois du fond de mon cœur que Dieu va revenir en Amérique pour le jugement dernier. L'Amérique est une nation qui a oublié Dieu, et je crois que l'Amérique va devoir faire face à la colère de Dieu, quelle qu'en soit la forme. Nous attendons donc avec impatience le retour de Jésus-Christ, qui va peut-être revenir en l'an 2000. Cette psychose au passage à l'an 2000 n'est pas seulement l'apanage des groupes New Age ou des églises de tout genre. Le célèbre ingénieur d'informatique Ed Yordon affole l'Amérique depuis 3 ans avec des scénarios de plus en plus apocalyptiques. Inquiet pour sa propre survie, Ed Yordon a vendu son appartement à New York pour s'installer dans la petite ville de Taos, au Nouveau-Mexique. Les gens qui disent que l'économie va s'effondrer, que le gouvernement va tomber, ou qu'il va y avoir des explosions nucléaires, exagèrent peut-être un peu. Moi, je ne sais pas personnellement quelles seront les conséquences. Mais en tant que simple citoyen, je dois prendre mes précautions. En tant que citoyen, mais surtout en tant qu'homme d'affaires. En effet, avec 240 000 exemplaires vendus, son livre « La bombe de l'an 2000 » est un best-seller au New York Times. Il vend également des cassettes vidéo. Il possède un site internet avec plus de 2000 consultations par jour. Il est devenu la référence pour les millénaristes. Je pense qu'il est important que les gens prennent le problème du bug sérieusement. Les possibilités sont effrayantes. Nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas d'explosion nucléaire dans notre pays. Mais en France, les Français ne communiquent pas sur l'état de leurs réacteurs nucléaires, sans parler des centrales nucléaires russes. Schéma classique aux États-Unis, une véritable activité économique s'est développée autour du passage à l'an 2000. Pour les magasins de matériel de survie comme ce surplus militaire de Los Angeles, c'est un vrai jackpot. L'angoisse suscitée par une multitude de livres, de cassettes et d'imprimés pousse les survivalistes moyens à la consommation. Ils dépensent environ 6 000 francs rien qu'en réserve de nourriture. We have long-term storage waters
Nous avons ici de l'eau longue conservation qui peut se garder au moins 5 ans, des sacs de haricots secs, de riz et toutes sortes d'aliments déshydratés qui peuvent se conserver entre 8 et 15 ans, à condition de rester fermés, bien sûr. Je finis d'acheter ma réserve de nourriture pour tenir un an. Non seulement il faut avoir des vivres, mais il faut aussi stocker de l'argent et de l'or. Moi, mon truc, c'est de planquer un peu de nourriture en cas d'urgence, juste au cas où le bug serait réel. Juste de quoi me retourner. Si rien n'arrive, je pourrais toujours manger la nourriture plus tard. On a commencé à fabriquer nos propres boîtes de conserve longue durée, essentiellement parce que nos fournisseurs n'arrivaient plus du tout à suivre la demande. On a vu notre activité augmenter cette année de 400% grâce au bug de l'an 2000. Sur Internet, des centaines de sites vendent toutes sortes de produits. On y trouve bien sûr des solutions informatiques, mais aussi des marchés plus inattendus, comme celui de l'immobilier. Des maisons qui permettent de vivre en totale autarcie en cas de coupure d'électricité. Et pour les budgets plus limités, il reste les bons vieux Tipeee. Cette paranoïa fait évidemment le bonheur des vendeurs d'armes, comme Victor Holbrook, dont le magasin est situé en plein cœur de la Silicon Valley. Ça, c'est une bonne vieille carabine militaire. Elles sont très populaires auprès des gens qui veulent défendre leur maison. Il y a des millénaristes qui ne plaisantent pas en matière de protection. Et ils achètent des engins comme celui-là, ce qui est légal dans notre État. Vous pouvez également mettre un chargeur d'une centaine de balles. Les clients ne sont pas tous des survivalistes ou des paramilitaires. Ce sont aussi des gens comme tout le monde qui, par exemple, ont vu ce qui s'était passé pendant les émeutes de Los Angeles. Ils savent qu'il n'y a pas assez de policiers pour nous protéger. Dans les 3 derniers mois, nous avons pu vendre ce que nous vendons habituellement en un an. Le bug de l'an 2000 a fait augmenter les ventes d'armes dans tout le pays. Longtemps, l'État américain a minimisé l'ampleur des conséquences du bug sur la vie quotidienne des Américains. Mais récemment, cette politique a radicalement changé et l'administration a décidé d'intervenir directement auprès des citoyens. Ce soir-là, dans la petite ville de Taos, les habitants ont été invités à un meeting d'information organisé par un représentant de l'État du Nouveau-Mexique. Nous allons venir vous voir régulièrement et organiser des séminaires afin de vous informer. Nous allons communiquer le plus possible avec la population, mais il faut comprendre que c'est aux différentes communautés de se préparer. Il y a tellement d'incertitudes que nous ne savons pas à quel point nous serons touchés. On appliquera la loi martiale que si les circonstances l'imposent. Mais elle ne sera pas imposée à titre préventif. Notre plus grande peur, c'est qu'une grande partie de la population panique de façon irrationnelle, qu'elle risque de faire n'importe quoi, qu'elle risque de déclencher un désastre qui, normalement, ne devrait pas se produire. Image inhabituelle dans un quartier d'Oakland en Californie, des manœuvres de Marines. On les prépare à faire face à de la guérilla urbaine. Et déjà certains y voient une préparation à d'éventuelles émeutes de la faim en janvier 2000. Il y a quelques années, après le tremblement de terre de San Francisco, il y a eu une énorme coupure de courant et nous avons dû amener notre porte-avions Carl Vinson. Grâce à son réacteur nucléaire, nous avons rétabli l'électricité dans la ville. Là, je n'ai entendu personne se plaindre de l'utilisation de l'armée. Ces manifestants, des comédiens engagés par l'armée pour simuler une foule de réfugiés affamés.
Image troublante d'une armée américaine qui n'est pas intervenue sur son propre territoire depuis les émeutes de Los Angeles il y a 5 ans. En général, nous les Marines, nous n'intervenons qu'en dehors des frontières des États-Unis. Mais s'il se passe une catastrophe majeure, ici, chez nous, alors nous serons prêts. Retour à San Diego. C'est ici, dans ce quartier résidentiel, que vit Sally Moore. Elle est informaticienne et mieux que quiconque est persuadée qu'on ne pourra pas échapper au bug de l'an 2000. Alors, elle anticipe. Depuis 6 mois, je fais des réserves d'argent liquide en petites coupures, au cas où les distributeurs de billets ne marchent plus ou si les magasins ne prennent plus les cartes bleues. Ça, ce sont des billets de 1 $ et 5 $. Vous voyez, je fais des paquets de 20 puis de 100. Ça, ce sont des pièces de 25 cents, cachées dans des boîtes de Smarties. Ça, je suis très contente d'avoir trouvé cette radio. Pour la faire marcher, on n'a besoin ni de piles ni d'électricité. Et il y a une manivelle derrière. Vous la remontez comme ça. Grâce à ça, je peux rester à l'écoute des informations pendant les événements. Pendant leur déroulement le 31 décembre, le 1er janvier. Est-ce que tu veux emmener au camp aujourd'hui? À l'approche de l'an 2000, je projette de préparer de plus en plus d'aliments déshydratés et de les stocker. Là, j'aurai des paquets pour faire des soupes. Là, j'aurai des fruits. Ça, c'est mon jardin que je transforme en potager. J'ai planté des pommes de terre hier soir, j'ai de l'ail, du raisin, des haricots, un figuier. Je sais qu'aujourd'hui, les gens achètent des armes et la plupart ne savent pas s'en servir. Si les gens paniquent, cela va devenir effrayant. Peut-être la garde nationale décidera de nous mettre dans des camps de travail. Je n'en ai aucune idée. Se préparer à la fin du monde civilisé ne se limite pas à stocker de la nourriture. Sally Moore et sa fille se sont inscrites à des cours de survie en forêt, ou comment réapprendre les gestes de l'homme de Néandertal. Les séminaires ont lieu tous les week-ends et bien sûr ils sont payants. Bienvenue à tout le monde à notre stage basique numéro 3. Avant de parler du stage proprement dit, je voulais juste faire le point avec vous pour voir où nous en sommes sur votre préparation à l'an 2000. Depuis des années, nous avons toujours dit à nos étudiants que nous sommes des professeurs, pas des entraîneurs. Cela veut dire que nous n'allons pas toutes les semaines vérifier que vous êtes entraînés à faire du feu, par exemple. Nous allons vous apprendre ce que vous devez savoir et ensuite, c'est à vous de travailler. Informaticiens, employés, chefs d'entreprise, hippies, la clientèle de ces stages est très diversifiée. Un seul point commun les réunit, la conviction que la fin de notre civilisation est proche. Les gens qui sont ici aujourd'hui sont persuadés que l'an 2000 est un phénomène qui va changer leur style de vie et leur place dans la société. Donc, ils ont décidé d'apprendre comment on vivait autrefois, comment fabriquer leurs vêtements et leur vaisselle. Ce qu'il faut faire, c'est gratter tout doucement. Et pas taper dessus comme ça, là. Si la peau était un peu plus grande, vous pourriez prendre appui dessus et faire comme ça.
Vous voyez, ça, c'est ce qu'on essaye d'enlever, ces petites fibres-là. Mais il faut faire attention, il faut y aller doucement. Ce qu'il faut, c'est enlever cette petite fine couche blanche. Si dans notre civilisation, la lumière s'éteint, c'est la fin. On retourne à l'âge de pierre. Sans toute cette électricité, notre style de vie s'arrête. Et on retourne faire de la poterie. On va se retrouver à utiliser des choses comme ça. On va retourner à l'âge de pierre. Démonstration et cours pratiques, inspirés du savoir-faire des Indiens, la chasse au bâton ou encore la fabrication des arcs, de cordages, la construction d'abris naturels. Après quelques mois de stage, ces Américains deviennent de véritables professionnels de la survie. On reçoit de plus en plus d'informations sur le bug. Alors, quand on a vu les stages qu'offraient Suzanne et Bob, on s'est dit, cela peut faire la différence si le pire scénario se réalise. Et de toute façon, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Quitter la ville. Me dire que je peux me débrouiller, survivre tout seul dans les bois, c'est toujours rassurant. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le bug, mais plutôt que d'essayer de répondre à cette question, je préfère me préparer personnellement. Comme ça, je pourrais également aider mes amis s'ils ont besoin. Voilà les règles du jeu. Pas le droit de parler entre vous. L'idée de base est que je veux que vous sentiez le terrain. Et si je vous mets pieds nus, c'est pour mieux le sentir, justement. Vous allez vous bander les yeux afin d'être parfaitement aveugle et vous allez suivre un fil. Que ceux qui n'ont pas de bandeau viennent le chercher. Le but de cet exercice, apprendre à se déplacer dans l'obscurité en pleine nature. 400 mètres de maquis à escalader en pleine canicule. Ces hommes, ces femmes ont payé pour en baver, mais au moins, ils ne seront pas perdus si un hiver nucléaire plonge la Terre dans les ténèbres en l'an 2000. Oh my, it's bright. Whoa. I don't hope that j'espère que le monde ne va pas s'effondrer en l'an 2000. Je veux dire que j'espère que tout va continuer comme avant. Mais si ça arrive, alors je suis parée. Je me sens prête à revenir à une vie beaucoup plus simple. Alors que nos millénaristes californiens réapprennent à faire du feu, la plupart des experts continuent à exprimer leurs réserves sur le bon fonctionnement d'une société devenue complètement dépendante des systèmes informatiques. La réponse aux angoisses paranoïaques des millénaristes américains le 1er janvier de l'an 2000.